Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À travers, qui est une production de la télévision Pacifique. L'objectif de cette émission, c'est de lier connaissances avec différentes personnalités venant d'horizons divers. Et cet après-midi, nous avons avec nous M. Gélin Imanes Kolo, titulaire d'un doctorat en droit. Bonsoir, professeur Kolo, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonsoir, Madame Michel. C'est un honneur pour moi de répondre à cette invitation et c'est moi qui vous en remercie. Comme l'objectif de l'émission, c'est de faire de plus amples connaissances avec vous, partant de votre enfance, de votre adolescence et en regardant l'homme que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a aidé à façonner votre vie? Bien, merci. Je voudrais bien avant tout saluer les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous prêtent une écoute attentive pour cette émission. Alors, en réponse à votre question, je dirais très simplement que c'est un peu difficile de parler de soi. Parce que de toute façon, comme on dit, le moi est haïssable. On aurait mieux préféré que quelqu'un parle de vous, et c'est ce qui m'arrive le plus souvent. On parle de moi en de bons ou probablement de mauvais termes. Heureusement, je suis surtout informé des bons termes par lesquels on parle de moi. Alors, qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Je dirais très simplement que c'est la résultante de trois composantes qui sont essentielles dans l'existence humaine. Premièrement, c'est la composante, je dirais, génétique. C'est l'homme avec toutes les lettres en majuscule. Et avant ma naissance, pendant ma conception, pendant mon enfance et pendant toute la période, le reste de la période de mon existence. Donc ça, c'est l'homme. Et il y a un auteur qui dit que l'homme est ce qu'il est, au moins l'éducation de l'homme, ça précède sa naissance depuis 20 ans. Et puis il y a un autre auteur qui dit que l'enfant est le père de l'homme. Donc l'homme que je suis, c'est l'enfant d'hier et la résultante de trois composantes. Et j'ai présenté une première composante. La deuxième composante, c'est la composante éducative ou éducationnelle, c'est-à-dire le milieu dans lequel j'ai évolué, n'est-ce pas, mon éducation. Et je distinguerai trois milieux: le milieu familial, le milieu établissement scolaire ou universitaire, et puis enfin le milieu ecclésiastique, si on peut dire, parce que je suis de foi chrétienne et j'appartiens à une confession religieuse. Comment c'était dans votre famille, avec votre venue, le comportement de votre père, de votre mère, comment ils vous ont accueilli? Alors, je dirais en très peu de mots, avant de répondre à cette question, qu'il y a la troisième composante qui est la composante expérience personnelle de la vie. Et voilà ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Composante génétique, composante éducationnelle, milieu, et puis composante expérience. Maintenant, comment ai-je été accueilli? C'est une excellente question. Je suis né d'une famille de 6 enfants. Je pourrais dire 7 parce qu'il y a un qui est mort à la naissance, mais je compte plutôt 6 enfants, dont je suis le troisième. Et les deux premiers, l'aîné et le cadet, sont des garçons. Et moi, je suis né un troisième garçon. Je n'étais pas tout à fait bien désiré parce que mon père surtout attendait d'avoir une fille. Et je pourrais peut-être profiter de l'occasion pour dire encore d'autres choses qui seraient liées à ma conception déjà, avant même ma naissance. C'est que j'ai été conçu dans une famille qui avait de sérieuses difficultés pendant cette période. Et plus particulièrement, ma maman avait des difficultés. Et des parents proches disaient toutes sortes de choses, etc. Il y avait même des pronostics
peut-être ont-ils consulté des diseurs et diseuses de mauvaises ou de bonnes aventures, et on aurait fait comprendre à la maman qu'elle risquerait de mourir alors que vous mettez en monde. elle me portait. Donc, elle risquerait de mourir avec moi. Et alors, compte tenu de cette situation, le couple a décidé de se rapprocher beaucoup plus de Dieu en exerçant leur foi. Le couple a choisi de devenir, enfin, bien évidemment, mon père était, le couple était chrétien, c'est-à-dire mon père était baptiste et fréquentait pas tout à fait de façon régulière l'église, et puis ma mère était catholique dès sa naissance. Ma maman a décidé justement de devenir baptiste, et leur conversion a été une façon de se rapprocher davantage de Dieu. Mais malgré ce rapprochement de Dieu, il y avait quand même un peu d'inquiétude. Et fort de ces inquiétudes, le couple a décidé que l'accouchement aurait lieu à un hôpital le plus proche de la maison. Et curieusement, c'était l'hôpital Esaïe Gentil qui était le plus proche de la maison, et c'est là que je suis né. Et justement, par mesure de sécurité. Maintenant, un petit fait curieux, c'est que à côté de ma maman, accouchait dans une salle commune, évidemment, accouchait une autre femme, d'une fille. Et la fille, la mère essayait, la mère de la fille essayait par tous les moyens de me prendre du sein maternel contre son bébé. Il me semblerait que la femme, la mère, aurait reçu une certaine pression de la part de son mari, comme ma maman a eu avec son mari une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie. Et mon papa lui disait, si tu viens avec une fille, tu seras le bienvenu. Enfin, la fille sera la bienvenue, mais si tu viens avec un garçon, eh bien, tu peux, enfin, si tu as un garçon, tu peux le laisser à l'hôpital, parce que de toute façon, j'ai besoin d'avoir une fille. Comme tout père qui avait deux garçons, il voulait à tout prix avoir une fille. En sorte que je n'étais pas très très désiré, véritablement, à la naissance, d'autant que je suis né un peu maigrichon. Mais, défi relevé, je suis né tout beau, de corps, je suis né sans douleur de l'enfantement, et un peu maigrichon, comme je l'ai dit. Et alors, on pourrait se dire, mais c'est parce que j'étais né maigrichon, donc il n'y avait pas de douleur d'enfantement. Mais je dirais, en bon chrétien, et mes parents l'ont compris aussi, c'était un défi à relever par le Tout-Puissant contre les mauvais diagnostics. Donc je suis bien né. Mais malgré tout, j'étais quand même né un peu frêle, encore une fois maigrichon. On n'était pas très sûr que je survivrais. D'autant qu'on avait un proche parent qui avait un enfant né pendant la même période, qui avait les mêmes problèmes que moi et qui n'a pas pu survivre. Encore une fois, défi relevé, je suis ce que je suis aujourd'hui, et ceci me fait penser à un poème de Victor Hugo qui disait, parlant de sa vie, déjà à Besançon naquit un enfant sans histoire et sans voix. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain pour vivre, c'est moi. Donc je parodirais Victor Hugo pour dire cet enfant qui n'avait pas un lendemain pour vivre, c'est moi aujourd'hui. Ça c'est intéressant. Vous qui n'étiez pas désiré, vous êtes devenu le chouchou de la famille en quelque sorte, de votre mère, de votre père. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je suis devenu le chouchou de la famille et de mon père en particulier. Et on est resté vraiment chouchou l'un de l'autre jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup façonné, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé aussi. Et maintenant, vous avez peut-être fondé une famille, en ce sens avez-vous des enfants et vous mariez. Comment c'est pour vous aujourd'hui? Alors, je dirais, bien avant tout, que je suis marié, j'ai 2 enfants,
d'accord? Et je viens avoir 25 ans de mariage. Ça, c'est intéressant. Et bon, voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais maintenant, faisons un petit saut pour voir ce que vous faites quand vous ne travaillez pas. Disons mieux votre hobby. Ah bon, écoutez, je crois avoir le sentiment que je n'ai presque pas de hobbies. Presque pas. Et à la vérité, j'ai oublié de vous dire que j'ai vécu mon enfance un peu en adulte. Et sous la férule de mon père, bien évidemment, qui était un homme sévère, exigeant et même intransigeant. J'ai omis de vous dire également que j'ai commencé les premières études à la famille. Et c'était mon père, mon éducateur. J'ai omis de dire aussi qu'à un moment de la durée, il a confié à mon frère cadet, de regretter mémoire, qui m'a aussi beaucoup marqué. Il a confié à mon frère cadet d'assurer la relève. Là, on était plus content parce que on a pu échapper à sa férule. Si je peux ajouter encore un autre mot, c'est que mon père m'a beaucoup aimé parce que je portais une attitude favorable à tout ce qui est études, lecture et toutes choses. Il appréciait mon intérêt pour les études. Il appréciait aussi ma performance à l'école. Et quand finalement j'ai commencé les études à l'école, la première école que j'ai fréquentée, bien il a eu toujours le plaisir de regarder, de voir mon carnet, d'apprécier tout ça. Donc, je veux dire, vraiment, mon père m'a beaucoup marqué. Et dans la famille, on a toujours ce grand plaisir de s'apprécier l'un l'autre, malgré les difficultés. Alors, je reviens à ce qui concerne mon parcours. Oui, votre parcours académique. Mon parcours académique a été un peu le même défi. J'ai commencé les études à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. J'ai une licence en droit. Et je suis parti, après la licence en droit, je suis parti pour les études en France, et plus particulièrement à l'université d'Aix-Marseille, où je suivis avec succès un programme de Master 2, aujourd'hui on dirait. À l'époque on disait DESS, ou Master professionnel, en droit des affaires internationales. Et j'ai terminé cette formation. J'ai été intéressé à pousser les études jusqu'au doctorat. J'ai déposé un dossier et mon dossier a été examiné. J'ai été admis en doctorat. Je suis retourné en Haïti. Je suis reparti encore pour la thèse de doctorat. Entre-temps, j'ai fait à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 2, Panthéon-Sorbonne, une maîtrise, encore un DEA en finances publiques. Puis j'ai terminé ma thèse durant la même année, c'est-à-dire en 1990, et me voici, je suis retourné en Haïti pour contribuer à la formation des jeunes parce que ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est le dada de mes activités professionnelles, l'enseignement. Et en votre qualité de professeur à l'université, ancien doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, et on ne peut terminer la première partie de l'émission sans jeter un coup d'œil sur le monde universitaire haïtien. La Constitution de 1987, en son article 211-1, dispose: les universités, écoles supérieures privées et publiques dispensent un enseignement académique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national. Donc, par rapport aux vœux de la loi mère, l'ensemble des universités haïtiennes produisent-elles de la connaissance scientifique pouvant être utile au progrès d'Haïti? Dans quelle impasse sommes-nous aujourd'hui, professeur Collot? Je crois que c'est bien de lire cette disposition constitutionnelle
dans laquelle on trouve un vœu, je dirais un vœu pieux. Un vœu pieux. Et malheureusement. Malheureusement parce que justement les universités ne répondent pas aux attentes, premièrement, et deuxièmement, quelle attente? Quelle attente des pouvoirs publics? Quelle attente du secteur privé? Quelle attente de la communauté? En général, on dit que Est-ce que vous dites qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas vraiment d'attente et on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où l'on va? Je n'ai pas le sentiment. Et je voudrais prendre quelques exemples pour comparer. Bien évidemment, ce ne sont pas nécessairement des exemples comparables. Alors, en général, on dit que l'université a 3 missions fondamentales. La mission d'enseignement, la mission de recherche et la mission de service à la communauté. Et la mission de service à la communauté résulte des 2 premières composantes, c'est-à-dire et de l'enseignement et de la recherche. Premièrement, si l'université fait de la recherche en Haïti, je dirais presque non. Quasiment non. Bien évidemment, il y a quand même de temps en temps quelques activités de type recherche. Il y a même la création tout récemment de 2 écoles doctorales, une au niveau de l'UH, et on a eu la première soutenance de thèse il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Et il y a également une école doctorale, je crois, à Kiskeya. Et je me demande s'il n'y avait pas une première soutenance. Et je peux vous dire que j'ai été, à un moment de la durée, membre de la commission de gestion de cette école doctorale, d'une part, et d'autre part, je participe aussi comme membre de jury de thèse, d'abord comme encadreur ici et comme membre de jury de thèse de doctorat à l'étranger. Et donc, je peux vous dire que le niveau de la recherche sur Haïti est relativement important, mais le niveau de la recherche en Haïti est réduit à pratiquement un pot de chacun. Bon, pour parler de la première composante. La deuxième composante, alors je dirais, pour parler de la deuxième composante, la recherche. La première composante, l'enseignement. Est-ce que cet enseignement est adapté aux besoins, répond aux besoins? Et je prendrai quelques exemples de pays, soit d'Amérique du Nord, soit de l'Europe. Peut-être je prendrai juste deux au grand hasard. Je prends un pays comme le Canada, je prends un pays comme la Belgique, où il y a cette forme de formation contingentée. Qu'est-ce qu'on entend par formation contingentée? C'est le fait par les pouvoirs publics de faire une planification. Et même le secteur privé peut aussi intégrer cette planification pour savoir quelles sont les compétences dont on aura besoin dans un horizon lointain ou très lointain, à court, moyen ou long terme. Combien de médecins il faudra, combien d'infirmières, combien d'ingénieurs, combien de planificateurs aura-t-on besoin, combien de juristes éventuellement qu'il nous faut dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est la formation planifiée contingentée. Et les pouvoirs publics et même le secteur privé peuvent contribuer à encourager les universités dans ces formations désirées, répondant aux besoins de l'État, aux besoins du secteur privé. Malheureusement, il n'y a pas ça. Et il y a un avantage considérable dans les pays où il existe cette formation contingentée, comme au Canada, comme en Belgique. Eh bien, dans ces pays-là, il n'y a pas tellement de différence entre universités privées et universités publiques, parce que l'État intervient et apporte un financement à toutes les universités, qu'elles soient du secteur privé, qu'elles soient du secteur public, et qui peuvent contribuer à fournir des compétences dans les domaines désirés, dans les domaines qui font l'objet de formation contingentée. Malheureusement, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'encouragement. De l'autre côté aussi,
le secteur de l'enseignement supérieur doit pouvoir réfléchir aux besoins de l'État. Donc, il manque un véritable chassé-croisé entre le secteur privé, le secteur public, d'une part, que l'on pourrait considérer comme étant les consommateurs des produits, des inputs fournis par l'université, et cette université, qu'elle soit privée ou publique, en s'imaginant qu'elle doit répondre aux besoins du développement du pays. Il y a quelques actions qui sont posées. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien du tout. Il y a quelques actions qui sont posées, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, mais ce n'est vraiment pas suffisant et ce n'est pas non plus schématisé dans une perspective globale de développement du pays avec l'apport de l'université. Je dirais en plus de cela que dans certains pays, il y a un réflexe tout naturel des divers secteurs de la vie nationale d'aller vers son université pour chercher réponse à des problèmes. Eh bien aujourd'hui, quel que soit le problème qui est posé, de quelque nature que ce soit, on ne va pas chercher des compétences au sein de l'université pour trouver réponse à ces questions. Quel que soit le domaine. Et pourtant, il y a quand même des compétences au sein de nos universités privées et publiques. Publiques d'abord et privées ensuite. Bon, le moment est venu, professeur, d'observer une courte pause, le temps de vous laisser respirer un peu et également nos téléspectateurs et téléspectatrices. Restez branchés. Merci de rester branché à la télévision Pacifique. Vous suivez l'émission à travers. Et sur le plateau, nous avons avec nous le docteur Gélin Imanes Kolo. Merci encore, docteur Kolo, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous sommes dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie de l'émission, on tournera essentiellement autour d'un thème qui est la fiscalité. En ce sens, professeur Kolo, y a-t-il un rapport entre la fiscalité et le développement d'un pays, puisqu'on dit la fiscalité peut être une source fiable et durable de financement du développement? Très bien. Il y a nécessairement, sans hésitation, il y a nécessairement une relation entre le développement et la fiscalité. Je dirais une relation dans les deux sens. Il y a même une thèse de doctorat qui a été soutenue, je crois, dans un pays, par un étudiant, un thésard d'un pays africain, je ne me rappelle pas le nom, mais la thèse, je l'ai eue, je l'ai vue, je l'ai même consultée, et qui traite justement des rapports entre le développement et la fiscalité. Et c'est bien évident qu'il y ait des rapports entre les deux. Alors, la fiscalité apporte des sources de financement au développement. Dans un pays comme le nôtre, où il n'existe pas de ressources, en tout cas, on n'a pas encore exploité des ressources d'origine minière, les principales ressources financières du secteur public, tout au moins de l'État, la principale, c'est la fiscalité. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Mais de l'autre côté aussi, le niveau de développement d'un pays alimente le rendement de la fiscalité en termes de pression fiscale. Et vous allez comprendre tout de suite que la pression fiscale, c'est le rapport des recettes fiscales au PIB ou au PNB. Le PIB ou le PNB, ou le PIB et le PNB étant deux agrégats économiques, donc vous comprenez tout de suite que plus le PIB est élevé, et si les recettes fiscales n'augmentent dans la même proportion, moins sera élevée la pression fiscale. Et l'inverse est aussi vrai. Finalement, on dirait que la pression fiscale est une fonction croissante des recettes fiscales et décroissante du PIB ou du PNB. Ça, nous parlons un peu dans un langage mathématique. D'accord ? Donc, si l'on prend quelques exemples, moi j'ai toujours tendance à prendre deux exemples extrêmes
où la pression fiscale est très faible, où aussi la pression fiscale est très élevée. Je prends un pays comme l'Arabie Saoudite, où il n'y a pas trop longtemps, la pression fiscale était à 8%, justement parce qu'il y avait, il y a encore des ressources minières. Donc le PIB est relativement élevé. Et si vous prenez un pays, l'un des pays scandinaves, que ce soit la Suède, la Norvège, etc., et vous allez avoir une pression fiscale très élevée en raison justement du niveau de vie des citoyens, de la population. Et donc, il y a une forte emprise d'impôts directs sur le revenu. Et alors, la pression fiscale est très élevée. Donc, il y a un rapport entre la pression fiscale, le développement d'un pays. Alors, pour revenir à Haïti, chez nous, notre pression fiscale avoisine 11%, mais il n'est jamais précisé quelle est la base de calcul. Est-ce qu'on a fait le calcul au PIB ou au PNB? Ça fait toute une différence. Maintenant, faudrait-il travailler à augmenter la pression fiscale? De temps en temps, j'entends dire qu'il faut augmenter la pression fiscale. Oui, je n'ai aucun problème à cela. Mais toujours est-il, il faut se poser des questions d'ordre économique, d'une part, et d'autre part, et il faut faire des choix pour que ce ne soit pas les pauvres consommateurs qui supportent le plus la pression fiscale. Donc, il faut aller vers les gens qui ont le plus de moyens, si on peut dire ça de manière simple. Et peut-être pour l'impôt direct, si, comme vous dites, le niveau de vie de la population n'est pas très élevé, comment faire? S'il y a beaucoup de chômage dans le pays, comment faire? Tout à fait, tout à fait. Et là, vous avez mentionné un aspect important de la fiscalité. C'est la division des prélèvements fiscaux entre les impôts directs et les impôts indirects. Sociale. Oui, justement, les impôts directs et les impôts indirects. Avec les impôts directs, c'est-à-dire impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, etc., il y a moyen de respecter une certaine péréquation fiscale, c'est-à-dire d'aller vers une certaine justice fiscale. Ceux-là qui vont supporter l'impôt, ce sont ceux-là qui ont une grande capacité contributive. D'accord? Tandis qu'avec les impôts indirects, et comme la TCA, comme les droits d'accise, sur les produits pétroliers, hein, comme vous le savez déjà, ça va avoir un effet considérable sur le panier de la ménagère. Ça va avoir un impact très désastreux, on dirait, au plan du coût de la vie, si on peut dire, du coût de la vie. Et on va voir l'inflation augmenter automatiquement quand on augmente les impôts indirects, n'est-ce pas? Ceci est vrai, pas seulement des droits d'accise sur les produits pétroliers, qu'on appelle les droits d'accise spéciaux, d'accord? Ça arrive aussi quand il s'agit d'autres impôts indirects, comme la TCA, comme on dirait plus ou moins aussi la contribution foncière des propriétés bâties. À certains égards, c'est un impôt réel qui affecte, qui est prélevé sur la valeur locative du bien. C'est vrai que là, on est dans une logique d'objectivité, de valeur réelle, mais comprenez bien, si vous avez quelqu'un qui hérite d'une maison, d'une grande maison, et pour des raisons de famille, qui ne veut pas vendre sa maison, et c'est cette maison qui loge sa famille, etc., et bon, en raison de l'importance de la maison, le contribuable va supporter des impôts énormes, alors que ce contribuable peut ne pas avoir des ressources financières suffisantes pour répondre à cette obligation fiscale. Donc, il y a tout un ensemble de considérations à faire, qui sont des considérations économiques, qui sont des considérations humaines, qui sont des considérations de justice sociale, de justice fiscale à faire dans l'élaboration d'un système fiscal. Et d'après vous, quel rapport, comment pouvez-vous décrire le rapport du citoyen haïtien avec le fisc? Quand il est dit à travers l'histoire, la DGI a été quasiment imposée par les Américains durant la période de l'occupation américaine.
Et cela en dit long sur la culture de l'évasion fiscale en Haïti. Donc, on dit dans la tradition haïtienne, c'est une frange des moins nantis qui paient la totalité de leurs impôts. L'évasion fiscale, une culture des élites haïtiennes. Qu'en pensez-vous de ça? Oui, alors là, il me faut réagir à plusieurs aspects. Le premier aspect est historique, c'est-à-dire l'existence de l'administration fiscale sous l'occupation américaine en 1924. Pour l'histoire, il y avait d'autres structures de perception d'impôts avant 1924. D'accord? Et la création de l'administration générale des contributions en 1924, le 6 juin, je crois, 1924, ça a été une décision de tout concentrer entre les mains d'une seule et même institution, plutôt que d'avoir des institutions éparses qui s'occupaient des prélèvements fiscaux. Vous comprenez? Donc ça, c'est le premier aspect. C'était effectivement une nécessité. Si bien que, par la suite, on va créer la régie du tabac et des allumettes. Et en 1985, on a voulu tenter une certaine réforme fiscale en vertu de laquelle on a créé la direction générale des impôts pour remplacer la direction, l'administration générale des contributions. Et là, on a mis sous le chapeau institutionnel de la direction générale des impôts la régie du tabac et des allumettes, on a créé le fichier central, etc. Donc, un besoin de centraliser s'est un peu imposé. Et ce besoin s'est déjà imposé un peu avant, quand le législateur a arraché des mains des collectivités territoriales le pouvoir d'asseoir et de liquider les impôts communaux. Parce que dans le passé, c'était les communes elles-mêmes qui percevaient leurs propres impôts. Et finalement, on a décidé que ce soit la direction générale des contributions et enfin la direction générale des impôts. Donc il y a eu un besoin de centraliser. Donc ça, c'est le premier aspect. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour rentrer dans le développement plus étoffé. Le second aspect qui concerne justement la réaction du contribuable à l'impôt, c'est une réaction qui ne me semble pas tout à fait positive. La fuite de l'impôt, l'évitement fiscal, si on peut dire, et l'évasion fiscale, c'est un peu dans nos mœurs. Un peu dans nos mœurs, et plus particulièrement dans les mœurs des nantis. Attention, je ne veux pas accuser une classe pour dire que c'est toujours eux, il y a quand même des gens qui respectent leurs obligations fiscales. Mais rien qu'à regarder ce qui s'est passé depuis ces dernières années où l'on faisait choix d'un Premier ministre, bien chaque fois revenait la question fiscale. Chaque fois revenait sur le tapis la question fiscale. D'une part, mais d'autre part, quand la question n'est pas posée dans toute son acuité, c'est toujours au dernier moment que un Premier ministre pressenti paye 5 ans pour avoir un dossier fiscal complet. 5 ans. Ça signifie que depuis des années, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Et savez-vous, quand on dit 5 ans, ce n'est pas parce que la dette remonte à 5 ans, c'est parce que, en matière fiscale, la prescription est de 5 ans. C'est-à-dire que l'administration fiscale ne peut pas remonter à plus que 5 ans pour vous faire payer. Mais les gens à qui on demande de payer 5 ans, ce sont la plupart du temps des gens qui doivent bien plus que 5 ans. Vous comprenez? Donc, effectivement, on a l'impression que quelque part, les nantis, les gens qui ont une capacité contributive, qui ont la capacité de payer, fuient l'impôt et l'évasion fiscale devient un grand sujet de réflexion des spécialistes de la matière. Je prends une publication de M. Jean-Claude Martinez et Di Malta, qui a publié en commun un grand ouvrage de droit fiscal. Eh bien, dans leur ouvrage, ils ont procédé à une approche comparative et ils ont montré quel est le niveau de l'évasion fiscale un peu partout dans le monde. Donc c'est une constante un peu partout dans le monde, mais c'est encore un petit peu plus grave chez nous. Et là, c'est une question d'incivisme fiscal. Et je crois qu'il faudrait
que l'on... Est-ce que le citoyen, lui, de son côté, va dire, mais pourquoi payer? Il n'y a pas de service, je paye, il n'y a pas d'électricité, je paye, il n'y a pas d'école, je paye, il n'y a pas d'hôpitaux, mais pourquoi payer l'impôt? Tout à fait raison, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que la plupart du temps, les pouvoirs publics donnent un mauvais signal. Un signal de dissuasion des bons payeurs, voire des mauvais payeurs. Alors que les pouvoirs publics devraient donner un signal de persuasion. Un signal de dissuasion, premièrement, quand on considère que dans certaines fonctions publiques, et surtout les fonctions politiques, on a l'impression que ce sont des gens qui viennent se servir d'abord. Ce que j'appelle fonction jouissance, par opposition à fonction service. Je suis en train de développer cette théorie. Fonction jouissance, fonction service. La plupart de nos dirigeants ont une vision de service, de fonction jouissance. Et ils se servent au lieu de se mettre au service de la population. Et quand les gens observent ça, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas dissuadés? Qu'ils soient bons payeurs ou pas? Ils sont dissuadés, premièrement. Deuxièmement, quand on regarde également l'usage des fonds de l'État, comment les fonds de l'État sont-ils employés? Sagement, parcimonieusement, et rationnellement, peut-on parler de la rationalité des choix budgétaires, de l'exécution du budget, etc., avec un souci de rendre compte. Voici un problème très très sérieux. Et tout ça dissuade le contribuable. Donc il n'y a pas de service, il n'y a pas de bels exemples, il n'y a pas de sanctions exemplaires de la corruption. Finalement, tout le monde est dissuadé et trouve un prétexte à l'incivisme fiscal. Et là, ce qui est mauvais pour nous. Ce qui est mauvais pour nous. Et là, moi je pense qu'il faudrait faire l'effort de donner de bons exemples, d'accord, d'encourager le civisme fiscal, de faire la motivation, d'utiliser les masses médias. J'entends souvent la DGI faire quelques spots publicitaires, c'est pas suffisant. C'est du tout pas suffisant. Il est vrai que j'ai conscience que ces jours-ci, la DGI en fait le plus souvent. Je crois qu'il faudrait faire aussi au niveau de la douane, etc. Et regardez bien, quand vous allez à la DGI ou à la douane, surtout à la douane, dans le passé, il y avait un tas d'immondices devant la douane. Mais il n'y en a plus, heureusement. Mais j'ai vu l'ambiance des gens qui vous accueillent comme le raquetteur, etc. Donc vous voyez, est-ce que dans cette ambiance, le contribuable se sentirait peut-être en il confiance, se perd, à l'aise, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont capables de réfléchir à ce qu'il faut faire pour améliorer le système, pour améliorer le service aux contribuables, aux citoyens, pour donner une nouvelle image de ce pays et pour encourager les contribuables au civisme, au respect de leurs obligations fiscales. Nous ne pouvons terminer cette deuxième partie, professeur Kolo, sans vous demander de partager avec nous vos projets à court et à long terme. Nous savons que vous faites différentes activités, surtout en ce qui concerne la question du droit, afin que le public puisse mieux connaître le monde juridique haïtien. Donc, quels sont vos projets? Avez-vous des projets en ce sens par rapport à votre qualité de professeur également d'université? Qu'avez-vous? Je pourrais mentionner plusieurs aspects de projets ou d'idées de projets. Et d'abord, je suis de plus en plus intéressé par la recherche, attiré et même happé par la recherche, que ce soit dans le secteur public, l'Université d'État d'Haïti,
jusqu'à présent. J'accompagne des étudiants qui sont en thèse de doctorat. Je crois être jusqu'à présent le seul à accompagner des étudiants en thèse de doctorat en droit. J'accompagne également, je participe à des soutenances de thèse de doctorat à l'étranger. Et puis, je suis intéressé à des sujets divers de recherche. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il faut que je pense à la retraite. Bon. J'y pense très sérieusement. Mais avant de me retirer, et je vois avec beaucoup de plaisir mes anciens étudiants comme vous, et qui sont disposés à assurer la relève, qui avancent. J'en ai qui sont mes collaborateurs. Et il y en a à qui je passe mes cours. C'est pour vous dire que je suis très content du travail accompli de ce côté-ci, parce que j'ai quand même contribué à la formation de beaucoup d'étudiants. Alors, il faut donc que je me retire pour qu'eux, ils continuent. Oui, certainement. Et en me retirant, ou avant de me retirer, j'ai eu et j'ai encore un petit souci de contribuer à l'harmonisation des curricula dans l'enseignement du droit, dans tout le pays. Si vous considérez ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement du droit, vous allez vous rendre bien compte qu'il arrive un moment où le droit sera banalisé, entièrement banalisé. Et du temps où j'étudiais la comptabilité, j'ai oublié de vous dire que j'étudiais aussi et pratiquais la comptabilité, du temps où j'étudiais la comptabilité, j'avais l'impression que c'était une formation à la portée de tout le monde et que tout le monde pouvait se dire comptable. Moi, j'ai commencé à étudier la comptabilité pendant que j'étais écolier en classe de seconde. Mon frère cadet et moi, nous avons étudié ensemble. Et il y avait des écoles de formation en comptabilité ici et là. Mais aujourd'hui, la comptabilité, c'est un domaine qui reprend son prestige et qui devient, qui fait de son professionnel un homme respectable. Le droit a toujours été une discipline véritablement importante, transversale, qui conférait au professionnel un statut, une considération sociale, parce que n'était pas avocat qui le voulait, n'était pas juriste qui le voulait. C'était quelqu'un qui se soumettait à une discipline d'apprentissage. C'est quelqu'un qui suivait une formation. C'est quelqu'un qui termine sa formation par la soutenance d'un mémoire. Un mémoire dans des conditions acceptables. Mais aujourd'hui, la formation laisse à désirer, le curriculum laisse à désirer dans beaucoup de nos institutions d'enseignement du droit. Bref, devons-nous assister impuissants à la formation de jeunes qui probablement seront des ratés demain. Je ne crois pas que je partirai avec ce brevet de satisfaction d'assister à la formation de jeunes qui deviendront, malgré eux, des médiocres par la suite. Je veux apporter ma contribution. Et c'est un appel que je lance. Je profite de cette occasion, de cette plateforme, pour lancer un appel à toutes les institutions qui sont dans l'enseignement du droit. Et pas parce que je vais leur faire la leçon, mais on peut s'asseoir, discuter. D'accord? Je me donne un rôle de rassembleur. On peut s'asseoir, discuter et voir comment réformer, harmoniser les curricula en droit. Envisager également ce qu'il faut comme formation pour enseigner le droit et respecter un certain nombre d'exigences qui puissent faire que quelqu'un qui a une licence en droit soit effectivement quelqu'un qui a fait des études solides. C'est ma contribution que je propose. Avez-vous une activité très proche ou que vous voulez annoncer aux téléspectateurs? Oui, bien sûr. Là, je suis aussi dans le secteur privé. Donc, je suis vraiment en position de dire qu'il y a des programmes qui se font et j'annonce déjà, si je me permets,
pour bientôt, le mois de mars prochain, un colloque sur la laïcité de l'État et la liberté religieuse. Ce sera pour le mois de mars prochain, je crois que ce sera pour le 28 et le 29 mars, à date d'anniversaire de la Constitution. Parce que justement, la Déclaration universelle des droits de l'homme est intégrée dans le préambule de la Constitution du 29 mars 1927. Et dans la Constitution comme dans la Déclaration, il y a quand même des provisions pour la liberté religieuse. Et puis, en fin de compte, nous avons réfléchi à un besoin de formation en droit des affaires et en MBA, c'est-à-dire Business Administration. Il y a un groupe qui travaille à la mise sur pied, très bientôt, de 2 masters au niveau de l'université Moïse d'Haïti, un master en droit des affaires internationales et un autre master en administration des affaires. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant à comprendre votre contribution avant de rendre le tablier. Merci, professeur Kolo, d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est bien la fin. Merci encore une fois. C'est à moi de vous remercier de m'inviter à cette émission que je crois bien prisée de cette prestigieuse station radiodiffusion. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à moi en particulier. Et j'espère que ma réflexion, sur un angle personnel, très personnel, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dites. Je n'aurais pas aimé dire de moi dans une émission comme celle-ci, que peut-être que je pourrais dire éventuellement dans un roman autobiographique. Et là, je pourrais parler un petit peu de ma mère, qui a véritablement contribué à mon éducation. J'ai l'air de l'oublier quelquefois et en focaliser beaucoup plus l'attention sur mon père, sur mon frère cadet. Mais en tout cas, merci de votre invitation et j'espère que ceci va aider les gens à comprendre un petit peu plus, à découvrir et à redécouvrir le personnage que je suis. Merci, professeur Kolo, et merci à vous qui avez suivi cette émission. Nous allons continuer à fixer le projecteur pacifique sur d'autres personnalités, mais ce serait à travers une autre émission à travers. D'ici là, portez-vous bien.